Assalamu alaikum. Donc, on va passer à la partie implémentation concernant, c'est-à-dire l'apprentissage supervisé avec la méthode SVM. Donc, on a dit qu'on va utiliser le dataset Iris, qui est un dataset de fleurs d'iris. Bien. Donc, vous voyez, donc, comme je l'ai déjà dit, le dataset Iris, c'est un fichier .csv qui contient des fleurs d'iris qui sont caractérisées par, bien classées en 3 classes. Bon, ici, c'est la fleur d'iris, vous voyez, c'est le visuel, mais on va la capter numériquement sous forme d'un tableau. Vous voyez ici, c'est un dataset formé des futures et d'observation ou bien target. Donc, vous voyez que c'est un tableau qui contient c'est-à-dire les variables caractéristiques, c'est le numéro. Ici, c'est la longueur de la sépale, la largeur de la sépale, la longueur de la pétale, la largeur de la pétale et species ou bien c'est-à-dire les espèces ou bien les catégories ou bien les classes. Donc, dans le dataset Iris, on a 3 classes, vous voyez. Je l'ai déjà cité. La classe 1, c'est Setosa. La classe 2, c'est Versicolor. Et la classe 3, c'est Virginia. OK? Donc, c'est un dataset très célèbre, très utilisé dans des projets ou bien dans des recherches. Il contient 150, c'est-à-dire lignes, vous voyez, donc il comporte 150 observations. On a 50 observations pour chaque espèce ou bien chaque classe. Donc c'est un dataset médian pour les tests ou bien pour les recherches. Surtout avec la SVM, parce qu'on a dit que parmi les avantages de la SVM, c'est qu'elle peut faire de l'apprentissage sur un échantillon qui n'est pas volumineux, c'est-à-dire un échantillon moyen. Pourquoi? Parce que les bases, c'est-à-dire stratégiques d'apprentissage conçues dans la méthode SVM sont de bases mathématiques solides. Vous voyez, sa stratégie elle est très intelligente et c'est-à-dire elle utilise des concepts mathématiques très forts. Donc, son apprentissage sur un échantillon médium, il donne des résultats performants avec une très grande précision, surtout dans les problèmes de classification et bien sûr en apprentissage supervisé. Bien, ici c'est les différents 3 types de classes vis-à-vis des iris, les fleurs iris, vous voyez que c'est des fleurs très jolies. Donc on a ici les 3 classes, vous voyez qu'il y a une différence sur le plan, c'est-à-dire la longueur et la largeur des pétales, c'est-à-dire les pétales ce sont le côté intérieur, les sépales c'est le côté intérieur, les sépales c'est le côté extérieur. Donc vous voyez que malgré que c'est-à-dire toutes les 3 catégories c'est des iris, mais chaque iris a des caractéristiques spécifiques qu'on appelle les variables explicatives. Et bien sûr l'observation c'est le fait de dire si ce genre d'iris est un setosa ou bien un versicolor ou bien un virginica. Ok, très bien. Maintenant sur le plan technique, les librairies que je vais utiliser pour mon implémentation de la SVM, bien sûr sous Python, je vais utiliser la librairie très riche et très forte de Python qui est scikit-learn. Donc les SVM sont implémentés dans le module scikit-learn.svm. Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la version à noyau. Donc on va utiliser le scikit-learn c'est-à-dire qui utilise la bibliothèque libsvm. Je vais utiliser aussi la bibliothèque Panda qui est écrite c'est-à-dire pour le langage de programmation Python permettant la manipulation et l'analyse des données dans le machine learning et des datasets. Il y a aussi la bibliothèque Seaborn, qui est une bibliothèque permettant de créer des graphiques statistiques en Python. Elle est basée sur Matplotlib et s'intègre avec les structures Panda. D'abord, au début, je l'ai utilisé pour charger mon dataset iris.csv, puis j'ai utilisé, c'est-à-dire une autre façon. Il y a plusieurs façons de charger son dataset. J'ai utilisé c'est-à-dire la bibliothèque Panda. Bon, aussi, on a la position du problème, c'est quoi? C'est qu'on voudrait faire une classification avec la méthode SVM sur le dataset Iris. Ok? Donc, c'est un processus de classification. On doit respecter, comme je l'ai déjà énoncé, ces différentes étapes.
je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, on doit être stratégique et expliquer, c'est-à-dire respecter toutes ces étapes-là pour arriver à un résultat performant, c'est-à-dire générer un modèle d'apprentissage SVM performant et avoir des résultats bien sûr efficaces. Donc, j'ai utilisé, comme je viens de le dire, les bibliothèques scikit-learn et puis Seaborn. Aussi, j'ai utilisé la bibliothèque Matplotlib pour visualiser mes données, c'est-à-dire je vais considérer c'est-à-dire la deux dimensions pour pouvoir visualiser. Donc, je vais réaliser une SVM, bien sûr, dans la partie scikit-learn pour voir quelles sont les classes Python utilisées à le paramètre, ou bien les hyperparamètres. Nous pouvons afficher la frontière des décisions en ne conservant que deux variables explicatives x et x2, donc la deux dimensions, pour pouvoir visualiser les données et bien sûr les frontières entre les classes. Et on peut aussi la visualiser en 3D en utilisant bien sûr la relation entre la target y et les deux variables explicatives x et x2. On va voir ça par la suite. Donc ici, qu'est-ce que je voulais vous dire concernant l'implémentation de SVM? Il y a deux, c'est-à-dire l'étudiant, mais le chercheur, il peut entamer deux stratégies. Premièrement, il peut utiliser les algorithmes SVM déjà implémentés dans la bibliothèque scikit-learn de Python. Donc ce sont c'est-à-dire les algorithmes sont prédéfinis. On va c'est-à-dire les utiliser directement. On va les charger à partir de leur bibliothèque, bien leur module, et on va adapter les paramètres. On va les appeler c'est-à-dire en variant les paramètres d'appel de ces algorithmes. Les paramètres, ce sont les hyperparamètres de l'algorithme. C'est quoi un hyperparamètre? Ce sont des variables qui prennent des valeurs et leurs valeurs, ils ont un grand impact sur la performance du modèle. Ok? Donc, mais on n'a pas, c'est-à-dire des procédures garanties pour choisir les bonnes valeurs ou bien les valeurs efficaces pour générer le modèle. Donc, c'est pour ça. C'est des hyperparamètres parce qu'ils ont un impact sur le modèle, sur la génération d'un bon modèle, mais ça reste toujours des valeurs à varier, à tester selon un cas d'étude pour avoir le bon modèle efficace qui va nous permettre de faire une bonne classification pour un nouveau cas. Donc, ou bien une prédiction pour un nouveau cas. Donc, on a ici deux stratégies. Ou bien utiliser les algorithmes SVM déjà prédéfinis dans les librairies scikit-learn, ou bien l'étudiant-chercheur peut implémenter, c'est-à-dire d'une façon individuelle, les différentes étapes de l'algorithme. Bon, les deux cas, c'est bon. Pour les deux cas, c'est bon pour un projet de fin d'études ou bien pour un projet de recherche. Mais ça n'empêche que c'est toujours bien d'implémenter sa propre version d'une façon individuelle. Pourquoi? Surtout si on est informaticien spécialiste. Parce que ça va nous aider à, premièrement, suivre toutes les étapes de l'algorithme et d'être dominant sur le plan choix des valeurs par défaut, les choix des valeurs initiales, le choix des structures de données parce que ça a un impact sur la complexité algorithmique, même proposer des heuristiques ou bien des procédures pour choisir les bons hyperparamètres ou bien pour calculer d'une façon efficace les hyperparamètres. Donc, ça va même, c'est-à-dire ça va inciter l'étudiant-chercheur à proposer des améliorations à l'algorithme. Bien sûr, sans changer le principe général de la méthode. Donc, toujours, tout algorithme, il a sa version standard, c'est-à-dire sa version de base. On respecte le principe de base de l'algorithme, mais on peut toujours proposer des améliorations. Et pour arriver à proposer ces améliorations, il faut premièrement que l'étudiant comprenne bien la stratégie et le principe de l'algorithme, sur le plan mathématique, bien sûr. Et puis, il doit analyser son projet ou bien son cas d'étude pour qu'il puisse l'adapter à l'algorithme et proposer des heuristiques ou bien des procédures spécifiques à son cas d'étude pour améliorer la version de la SVM ou bien de l'algorithme à implémenter. Très bien. Donc, je vais passer à mon implémentation. Donc, j'ai lancé mon Anaconda, navigateur Anaconda. Moi, j'utilise le notebook Jupyter, d'accord, mais on peut toujours utiliser Spider, il est très fort aussi. Donc, j'ai chargé déjà mon fichier, donc c'est-à-dire en lançant Anaconda, il me donne ici la page d'accueil. Donc, je lance, c'est-à-dire j'ai créé mon fichier source avec Python 3, ok. Donc, je l'ai déjà écrit pour ne pas perdre du temps dans la bibliothèque, dans la vidéo. Donc ici, je vais
bien sûr, je vais utiliser des cellules. Chaque partie du processus, je vais utiliser c'est-à-dire une cellule pour diversifier entre les étapes de l'algorithme. Bien. Maintenant, je suis arrivé à la phase de la programmation. OK? C'est la partie technique, la partie TP. C'est bien. Mais avant d'aborder cette partie TP, j'ai fait ma conception. J'ai créé mon architecture, l'architecture de mon application. Vous voyez, j'avais ici entamé le processus de l'implémentation de l'algorithme SVM. Vous voyez, donc j'ai résumé les différentes étapes que je dois, c'est-à-dire que je dois suivre pour arriver à un bon résultat. Donc, j'utilise un algorithme de l'apprentissage automatique supervisé. Je vais implémenter la SVM. Donc, premièrement, je dois importer un dataset qui va être divisé en des jeux de données d'entraînement et des jeux de données de test. Puis, je vais bien sûr, c'est-à-dire ces données d'entraînement et de test vont être structurées sous forme de variables explicatives que j'appelle futures, la variable x et la variable y qui est l'observation ou bien la cible ou bien la target. Vous voyez que la terminologie elle est très forte ici, il faut c'est-à-dire connaître toutes les terminologies selon bien sûr les références. Une fois qu'on a nos données d'entrée structurelles sous forme de matrice x et de vecteur y, donc on va essayer de créer le modèle d'apprentissage bien sûr avec les algorithmes, avec la SVM et fixer les hyperparamètres. On va utiliser ce modèle avec les données d'entraînement ou bien d'apprentissage pour, c'est-à-dire pour voir sa performance. On va l'évaluer avec des métriques probabilités qui sont bien sûr utilisées en scikit-learn, qui sont c'est-à-dire déjà existants. Et on va bien sûr utiliser ce modèle généré pour pouvoir prédire la classification d'un nouveau cas. OK? Bien, donc vous voyez, j'ai fait ma conception et même l'étudiant, il peut même penser à quelle structure de données choisir dans ces programmes, quel type de variables, est-ce qu'il y a des interfaces qu'il va implémenter. Donc, il doit faire des discussions sur le plan traitement et sur le plan même structure de données. Donc, c'est une conception complète pour que la phase de programmation soit facile. Donc, la première cellule va, quand je vais importer toutes mes librairies dont j'en ai besoin. Donc pour les librairies ici, on peut les importer une seule fois ou bien on peut c'est-à-dire les charger au début. On importe toutes les librairies dont on a besoin dans notre programme ou bien on peut, c'est-à-dire chaque fois qu'on a besoin d'une fonction ou bien d'un module dans telle ou telle bibliothèque, on la charge. Donc ça revient à l'étudiant. Il peut faire les deux cas, c'est juste. On importe une seule fois toutes les librairies ou bien chaque fois dont on a besoin, on la charge, c'est toujours bien. Donc ici, les librairies dont j'ai besoin, il y a premièrement la librairie NumPy pour les calculs mathématiques. Il y a bien sûr la librairie Panda pour le dataset. Et puis, il y a le Matplotlib et le module PyPlot pour pouvoir, bien sûr, visualiser mes données sous forme de points, ou bien de nuages de points, parce que je vais considérer la dimension 2. Maintenant, je vais bien sûr importer c'est-à-dire le module Model Selection de Scikit-learn pour pouvoir diviser mon jeu de test mon jeu de données en des données d'entraînement bien d'apprentissage et des données de test ou bien des jeux de données, des jeux de test. Et puis je vais bien sûr importer l'algorithme SVM et aussi je vais from Scikit-learn metric imports accuracy score and confusion matrix. Ce sont des métriques pour pouvoir évaluer le modèle et aussi voir s'il y a des confusions. Bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de métriques pour évaluer notre modèle, mais ce sont les deux que je vais utiliser. Et puis, je vais aussi importer la bibliothèque MPL Toolkits avec le module MPplot 3D pour pouvoir, c'est-à-dire visualiser mes données en 3D, pour voir les hyperplans et les plans. Mais je vais maintenant l'en mettre pour pouvoir, je vais la faire dans une nouvelle vidéo. Bien. Donc, une fois que j'ai importé toutes les bibliothèques dont que je juge utile dans mon implémentation, je vais exécuter. Donc, ou bien je clique ici sur exécuter, ou bien je vais faire un shift entrée. Le raccourci shift entrée, c'est aussi bien. Très bien, donc tout est bien, il n'y a pas de problème. Toutes les bibliothèques sont chargées, très bien. Maintenant, la deuxième cellule, elle comporte l'importation de mon dataset.
Donc je vais importer le dataset d'entraînement qui s'appelle Iris. Donc Iris est un dataset qui contient 3 classes. Donc on va ou bien 3 catégories. Moi je vais considérer ou bien faire une classification binaire. Je vais considérer 2 classes. Donc je vais vous montrer après comment on va omettre une classe et laisser que 2 classes. Donc je vais utiliser bien sûr la bibliothèque Panda. Donc iris égale pd.read CSV, c'est un fichier CSV. Ici, je dois mentionner le chemin d'accès à mon fichier. Le chemin est très important. Il faut donner de l'importance au chemin, sinon il y aura des erreurs, c'est-à-dire vous aurez des problèmes, des erreurs avec Python. Et mon fichier s'appelle iris CSV. Vous voyez, donc ici, moi, j'ai emprunté ce chemin c'est-à-dire où mon fichier existe, le fichier iris.csv. Mais dans votre cas, il faut toujours, c'est-à-dire spécifier le bon chemin. Bien. Maintenant, il y a plusieurs façons de charger c'est-à-dire comment dirais-je, notre dataset. J'ai utilisé pour moi c'est-à-dire la bibliothèque Panda. Bien. Maintenant, pour afficher, voir, c'est-à-dire mon dataset, je vais utiliser la fonction hit. C'est une fonction qui permet d'afficher par défaut les 5 premières lignes de mon dataset. Donc, Shift Entrée ou bien exécuter. Très bien. Donc, vous voyez qu'il m'a chargé mon dataset. Donc, vous voyez qu'il m'a affiché les 5 premières lignes. Donc, la première ligne, elle contient la nomination des futures ou bien des variables explicatives et bien sûr de l'observation. Donc, vous voyez ici NaN, c'est-à-dire c'est le numéro de la fleur. Ici, c'est la longueur de la sépale, la largeur de la sépale, sépale width. Ici, la longueur de la pétale, la largeur de la pétale et l'espèce ou bien la catégorie. Donc, ici, on a 4 fleurs. 1, 2, 3, 4 avec les caractéristiques. Donc, vous voyez que les caractéristiques sont numériques. Vous voyez, c'est des floats. Donc, par exemple, ici, la longueur de la sépale, c'est 5,1. La largeur de la pétale, c'est 0,2, etc. Avec ces caractéristiques, la première fleur, elle est de type setosa. La deuxième fleur, la même chose. D'accord? Donc, pour ces 4 premières fleurs, elles sont toutes de type setosa. Très bien. Maintenant, une fois que j'ai mon dataset, je vais maintenant le structurer parce que j'ai un tableau qui contient plusieurs caractéristiques et une observation. Donc, je dois la structurer sous forme de futures et de targets. Donc, je vais considérer les caractéristiques ou bien les variables explicatives. Donc, je vais prendre toutes les colonnes, puisqu'on va voir par la suite que je peux considérer que quelques caractéristiques. Dans mon cas, je vais prendre toutes les colonnes qui vont être les futures et je vais laisser la dernière colonne comme étant l'observation, qui est la classe de la fleur, ou bien l'espèce de la fleur. Donc, les futures, ou bien les variables explicatives, je vais utiliser une matrice que je vais nommer X, un grand X, une matrice, parce qu'elle contient 5 colonnes. Donc, c'est-à-dire toutes les caractéristiques contenues dans le dataset, à part la dernière, qui va être considérée comme target ou bien comme cible. Donc, ici, je vais utiliser donc, mon dataset iris.iloc ici pour pouvoir extraire toutes les variables. À part, ici, je vais omettre la dernière colonne qui est, c'est-à-dire ici 2 points moins 1. Voyez? Donc, ici, je pouvais, c'est-à-dire commencer par la première ligne, le 0, bien, je ne mettrai rien. Mais j'ai omis ça parce que la première ligne, vous voyez, c'est le label des variables, des futures et de l'observation. C'est des labels, c'est des nominations, les noms des variables. Donc, je ne peux pas utiliser, sinon j'aurai des problèmes par la suite. Donc, j'ai commencé par le 1. Vous voyez, c'est très important. Parce que j'ai essayé le 0, j'avais des problèmes. Parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser. C'était des caractères. C'était pas c'est des labels, c'est des caractères. Et vous voyez ici que dans le tableau dataset, on commence par 0 parce qu'en Python, les tableaux, l'index de début, c'est le 0. Vous voyez, le premier élément, il a comme index 0. Bien. Donc, j'ai structuré ma matrice de futures. Je vais maintenant afficher la dimension de ma matrice et aussi imprimer mon tableau. Donc, je vais contribuer ma matrice. Très bien. Donc, vous voyez qu'elle a comme dimension 155. C'est-à-dire, on a 150 lignes et 5 colonnes. Donc, 150 lignes, c'est les cas, les différentes fleurs. On a 150 fleurs avec 5 caractéristiques pour chaque fleur. OK? Bien. Et maintenant, vous voyez, c'est une matrice qui a, pour chaque ligne, on a 5 caractéristiques qui sont des floats. Très bien. Maintenant, la même chose pour les targets, ou bien la cible. Donc, je vais prendre un vecteur Y, c'est iris.iloc. Vous voyez la même chose. Je vais omettre la première ligne parce qu'elle contient le nom de voyez, le nom de la colonne, c'est Spices, ou bien l'espèce, c'est la classe. Donc, je vais l'omettre, c'est pour ça que je commence par 1. Et puis, je vais ici, j'ai enlevé le 2 points,
que je vais considérer que la dernière colonne, c'est-à-dire moins 1. Bien sûr, point value, je vais prendre les valeurs. Maintenant, je vais afficher la dimension de y et bien sûr, afficher mon vecteur. Donc, je vais exécuter ici, très bien. Donc, vous voyez très bien. Vous voyez donc, il m'a affiché 150. Donc, c'est-à-dire on a 150 lignes et une seule colonne. Donc, il a omis, c'est-à-dire c'est sous-entendu ici que c'est-à-dire c'est un vecteur. On a une matrice avec une seule colonne. Donc, la target, vous voyez que les valeurs de la target, c'est alphanumérique, c'est des caractères. Bien, parce que dans le dataset Iris, les catégories sont des caractères, c'est des nominations, c'est Tosa, Virginia, etc. Donc, automatiquement, il faut les numériser parce que on ne peut pas faire des machine learning avec de l'alphanumérique. On fait du machine learning avec des nombres, ok, des floats ou bien des integers. Donc, je dois faire la conversion de ces caractères ou bien de ces valeurs alphanumériques en numérique. Ok, donc c'est très important cette phase, sinon vous aurez des problèmes, des erreurs avec Python. Donc, maintenant, cette conversion s'appelle le réétiquetage des fleurs. Je vais réétiqueter, c'est-à-dire au lieu d'appeler l'espèce ou bien la classe Virginica, je vais donner un chiffre. Ok? Donc, on transforme les valeurs alphanumériques en valeurs numériques. Donc, ici, je vais utiliser la fonction replace qui va remplacer ce caractère, c'est-à-dire cette chaîne de caractères, avec des chiffres. Donc, 0, 0, 1, c'est-à-dire l'espèce Etosa, versicolor et Virginica, on aura deux classes. Vous voyez, si je voulais utiliser le multiclasse, donc je devais faire ici, on a trois catégories, 0, 1, 2, ok, ou bien 1, 2, 3. Mais, puisque je vais utiliser une classification binaire, je vais considérer que deux classes pour pouvoir visualiser. Donc, je vais prendre, c'est-à-dire pour le cas où on a Setosa ou bien versicolor, ce sont les deux de type 0, de classe de catégorie 0. Pour ce qui reste, c'est-à-dire si le caractère est égal à Virginica, ou bien la chaîne de caractères c'est Virginica, alors c'est la classe 1. Vous voyez? Donc j'utilisais la fonction replace. Donc on va voir, c'est-à-dire faire un print du target, c'est-à-dire du vecteur Y pour voir s'il a fait le réétiquetage, c'est-à-dire la numérisation des valeurs de Y. Donc Shift Entrée ou bien exécuter ce que vous voyez. Donc on n'a que des 0 et des 1. Donc il a transformé les valeurs alphanumériques en des nombres, en des chiffres. Ici, c'est des entiers parce que c'est des classes, les numéros de classe. Bien. Maintenant, on doit diviser. Donc, vous voyez que je suis en train de respecter le processus que j'ai conçu tout à l'heure. Donc, je vais diviser les données en jeux d'entraînement et jeux de test. Donc, je vais utiliser bien sûr la fonction train test split de scikit-learn. Elle va me permettre de diviser mon dataset Iris en des X-train et des Y-train et aussi des X-tests et des Y-tests, c'est-à-dire des futures d'entraînement, bien d'apprentissage et l'observation bien sûr, et puis des futures de tests et leur observation. Bien sûr ici, j'ai pris test size égale 0,20, c'est-à-dire comme quoi je vais prendre 20% pour les jeux de test et 80% pour les jeux d'entraînement, bien d'apprentissage. Donc ici, je vais afficher donc xtrain.shape, je vais voir les dimensions pour voir que ça marche sur le plan de 20% et 80%. Donc je vais exécuter ma cellule, très bien. Donc vous voyez que le ytrain ici, c'est 125, c'est-à-dire on a 120 cas d'entraînement avec 5 caractéristiques. Et puis pour le Y, c'est toujours 120 parce que le X et Y doivent avoir le même nombre de lignes. Maintenant, concernant les jeux de test, ici X-test et Y-test, c'est 35 et 30 de lignes. Donc, c'est bien parce que 120 plus 30, c'est 150, donc c'est le nombre de lignes du dataset. Et aussi, on voit que 120, c'est 80% de la variable 150. Et 30, c'est 20% de cette valeur. Très bien, donc c'est très très bien. Maintenant, on va passer à la visualisation graphique des données. Donc, je vais considérer la dimension 2D, c'est-à-dire je vais prendre que deux variables x et x2, deux variables explicatives pour afficher mes données sous forme de points ou bien de nuages de points. Je vais utiliser bien sûr la bibliothèque matplotlib et puis c'est-à-dire la fonction scatter. Donc, je vais exécuter. OK. Très bien, donc vous voyez qu'il m'a généré mon point de données du dataset avec deux couleurs. J'ai utilisé la couleur G, green, vert pour la première classe et la classe 0 et le rouge, le R pour bien le red plutôt pour la deuxième classe. Donc vous voyez très bien que ici,
Très bien. Donc, vous voyez que j'ai mon nuage de points et j'ai mes deux classes. Donc, vous voyez que déjà, on voit qu'il y a, c'est-à-dire le nombre d'une classe, il est plus fort que l'autre parce qu'on n'a que deux classes binaires. On a 150 et on a pour, c'est-à-dire initialement, chaque classe avait 50 échantillons puisque j'ai considéré que deux classes. Donc, on a 100 échantillons pour la classe 1 et 50 échantillons pour ce qui reste. D'accord? Très bien. Donc, vous voyez que j'ai visualisé avec le x1 et x2. Ok, pour l'abscisse, c'est x1 la première variable. Et pour l'ordonnée, c'est le x de la deuxième variable. Donc, vous voyez que déjà, visuellement, on voit que ce dataset ou bien ces données, ces jeux de données sont linéairement séparables. On voit qu'ils sont vraiment... On peut créer ici une frontière qui peut être linéaire pour séparer les deux classes. Vous voyez, on remarque qu'ils sont visuellement, hein, on remarque qu'ils sont, ou bien graphiquement, qu'ils sont linéairement séparables. Mais normalement, pour montrer que le jeu de données est linéairement séparable, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des noyaux linéaires pour générer le modèle, ça se démontre avec c'est-à-dire c'est mathématique, ça se démontre avec des formules mathématiques. On verra ça en détail dans la vidéo où je vais expliquer l'aspect mathématique pur de la SVM. Parce qu'elle utilise l'espace vectoriel, le produit vectoriel, le produit scalaire, etc. Bien, donc vous voyez que j'ai visualisé mon nuage de points, très bien. Donc on repère les deux classes. Bien. Maintenant, je vais construire mon modèle. Donc, je vais prendre une variable modèle et est égal à svm.svc, support vector classifier, qui est une fonction qui génère le modèle SVM. Ici, vous voyez qu'il y a des hyperparamètres dans cette fonction. Donc, on a le C qui est un hyperparamètre de régularisation. Le kernel, ici, je vais prendre début, je vais prendre linéaire. Donc, je vais faire une classification linéaire, un noyau linéaire, et je vais prendre le gamma qui est égal à 0,5. Le gamma qui est aussi un paramètre important, c'est-à-dire qui montre l'influence du poids vis-à-vis des frontières. Donc, je vais exécuter. Très bien, donc pas d'erreur. Il m'a généré mon SVM. Je dois l'entraîner maintenant avec le jeu d'entraînement, donc avec le X-Train et le Y-Train. Très bien. Ici, il y a une remarque très importante. Pour entraîner mon modèle, vous voyez que j'ai utilisé X-Train, très bien, ma matrice des valeurs explicatives, et j'ai utilisé ici le Y-Train, mais j'ai fait une conversion ici. Ok? C'est-à-dire, bien une transformation. J'utilise la fonction ASType_int. J'ai transformé les valeurs de la target Y en des integers, des entiers. Pourquoi? Parce que ici, malgré que j'ai remplacé ici la nomination des classes avec des chiffres, parce que j'avais le alphanumérique des caractères, j'ai remplacé avec des chiffres 0 et 1, c'est-à-dire les numéros de classe ou bien d'espèce, mais ça reste toujours un caractère. Donc si je ne vais pas faire cette conversion, le Python va me lancer une erreur parce que ça va être, il va trouver un caractère. Et pour faire du machine learning, on doit avoir des valeurs, c'est-à-dire des nombres. Donc c'est numérique. Donc ici, je devais faire cette conversion avec le ASType_int. C'est-à-dire j'ai converti le caractère 1 en une valeur integer entier 1 pour que le modèle, ça va s'entraîner avec bien sûr le jeu d'entraînement X-Train et Y-Train. Très bien, donc je vais exécuter. Très bien, il s'est bien entraîné, donc c'est sûr qu'il, c'est-à-dire, vous voyez ici qu'il a, c'est-à-dire le résultat c'est SVC, il a utilisé la SVM, c'est-à-dire le Super Vector Classifier, avec le C égale à 10, le gamma égale à 0,5, kernel linéaire. Très bien. Maintenant, je vais évaluer mon modèle avec la valeur, ou bien la fonction score de scikit-learn métrique. Donc, je vais exécuter. Très bien. Donc, vous voyez qu'il m'a donné un. Très bien, le top. Notre classification, dans notre cas ici, puisque j'ai utilisé la classe binaire dans le dataset Iris, vous voyez qu'il est top, c'est-à-dire il est égal à 1. Donc, il fait une classification à 100% correcte. Vous voyez, puisqu'on a le 1 ici, le score est égal à 1. Donc, c'est-à-dire la classification, elle est faite d'une façon vraiment très correcte, c'est-à-dire 100%. Dans ce cas-là, parce qu'on a un dataset petit, 150K, et puis j'ai enlevé une classe, donc c'est logique. Bien, l'essentiel qu'on a, c'est-à-dire je vous montre comment utiliser les différentes étapes de faire l'apprentissage supervisé avec la SVM sur un dataset bien sûr numérique. Très bien, maintenant une fois que j'ai évalué mon modèle, très bien, donc le score il est bien, très bien, donc je vais essayer de prédire un nouveau cas ou bien un nouveau échantillon.
Donc, un nouveau cas, on doit, c'est-à-dire générer ici créer une variable qui doit contenir les futures, c'est-à-dire les x. Donc, on a ici les x qui sont connus et on voudrait savoir quel est le y, quelle est la cible. Donc, les x, on a 5 lignes, c'est-à-dire une seule variable, c'est-à-dire une seule fleur, elle a 5 caractéristiques. Donc, le numéro de la fleur, la largeur de la pétale, de la sépale, la longueur de la sépale, la largeur de la sépale, la longueur de la pétale et la largeur de la pétale. Très bien. Donc, j'ai respecté la structure des futures. Donc, et je vais appeler la fonction predict qui va prédire, me donner à quelle classe cette nouvelle fleur appartient. Bien sûr, en utilisant le modèle qu'on a généré par l'entraînement. Donc ça, ce sont des valeurs nouvelles, ok? Mais on ne connaît pas le Y, la target. Donc, on va appeler notre modèle généré, modèle point la fonction predict avec la variable ici qui contient ces x nouveaux. Donc, je vais exécuter. Très bien. Donc, très bien. Il a catégorisé, bien classifié cette nouvelle fleur en 0. Donc, c'est une fleur qui est séposa ou bien, c'est-à-dire, j'ai oublié le nom. Je vais revoir ici. Donc, c'est une 0, donc ou bien c'est une séposa ou bien une versicolore parce que j'ai enlevé, c'est-à-dire j'utilise la classification binaire. Vous voyez, très bien. Maintenant, je fais la même chose avec un échantillon de nouveaux cas. Donc, on a 3 fleurs, 1, 2, 3. Chaque fleur, elle a ses caractéristiques, ses futures, bien ses variables explicatives. Et on voudrait savoir à quelle classe appartiennent, bien à quelles espèces appartiennent ces fleurs. Donc, on appelle le modèle, notre modèle qu'on a généré avec la fonction predict et on donne le nom de l'échantillon. Donc, vous voyez, donc je vais exécuter, très bien. Donc, il a classé toujours dans la classe 0, 0, 0. Et c'est normal parce que la classe 0 contient 100 cas. C'est-à-dire, c'est logique qu'on a ces valeurs-là parce que l'échantillon, il est petit. Donc, on a 0, 0, 0 et puis on a 100 cas. Très bien. Et maintenant, je vais faire la prédiction. Je continue mon processus. Je vais faire la prédiction sur le jeu données de test. Je vais voir si... Parce qu'ici, on avait le dataset, c'est-à-dire qui contient des fleurs qui sont déjà catégorisées, classifiées. Et on l'a divisé en deux types de jeux de test. Des jeux de données d'entraînement, X-Train et Y-Train, et des jeux de test, c'est-à-dire X-Test et Y-Test. Donc, normalement, le X-Test, on le connaît, le Y-Test, on le connaît. Mais dans notre cas, on va considérer qu'on ne connaît pas le Y-Test. On va le prédire pour voir et comparer entre le vrai Y-Test, c'est-à-dire qui était dans le dataset, c'est-à-dire c'est des observations qui existent déjà dans le dataset initial. Donc, c'est les Y-Tests. OK? Ici, on va sauvegarder les Y-Tests qui sont générés par notre modèle, notre nouveau modèle. Donc, il va nous donner de nouveaux Y. Normalement, ils doivent être les mêmes Y-Tests, c'est-à-dire les mêmes observations qui sont contenues dans le dataset initial. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas confusion, très bien, notre modèle, il est efficace, il est performant. Sinon, s'il y a confusion, donc il y a des erreurs de prédiction. Donc ici, YPred, je vais prédire sur le jeu de données de test. Donc, je vais donner comme variable X-test pour avoir les Y-tests. Je vais les sauvegarder, donc YPred. Et puis, je vais utiliser la métrique ici, confusion matrix, qui appartient aux métriques de scikit-learn, pour faire la comparaison entre Y-test et YPred. OK? Donc ici, vous voyez que j'utilise toujours la conversion des valeurs des Y-tests et Y-pred en numérique parce que c'était des caractères. Donc j'utilise cette conversion, c'est très important. Si vous allez l'oublier, ça va être une erreur parce que le machine learning ne manipule pas des alphanumériques, c'est-à-dire des caractères. Il manipule des chiffres, des valeurs. Donc ici, je vais exécuter ici la génération de cette Y-pred, c'est-à-dire la prédiction sur le jeu de données test. Je vais exécuter. Très bien. Maintenant, je vais calculer, bien appeler confusion matrix. Je vais exécuter. Très bien. Donc, vous voyez que l'apprentissage, il est complet, il est top. C'est-à-dire sans erreur. Il a classifié 22 fleurs et 8 fleurs. C'est-à-dire on a 22 fleurs de l'espèce, de l'espèce 1, c'est-à-dire qui est 0, et 8 fleurs de l'espèce 1, qui est la deuxième classe. Donc, on a zéro confusion ici, dans cette diagonale ascendante, on a 0 cas de confusion. Très bien, donc il n'y a pas de confusion. Aussi ici, je vais faire appel, bien importer ici une métrique, toujours de scikit-learn métrique, une fonction qui s'appelle classification report.
Elle me donne un rapport de la classification en utilisant bien sûr les métriques statistiques qui sont la précision et le rappel. On a déjà utilisé ces métriques on a vu ça dans le module recherche d'information. Ces deux métriques sont très utilisées pour évaluer un algorithme. Donc, le rappel et la précision, c'est des métriques statistiques connues dans tous les domaines de la technologie, bien sûr. Elles sont utilisées dans tous les domaines où il y a des modèles ou bien des algorithmes. Donc, je vais print classification report en utilisant le y-test et le y-pret pour voir le rapport de cette métrique. Donc, je vais exécuter. Donc, vous voyez, il me donne ce tableau-là qui contient, bien sûr, la précision, le rappel, la mesure, bien la F-mesure, F1 score et le support. Donc, vous voyez qu'il est égal à 1 parce que les précisions, les rappels sont des valeurs qui sont contenues entre 0 et 1, c'est des pourcentages. Donc, on a, c'est-à-dire la valeur maximale, top, la valeur optimale. Donc, on n'a que des 1 ici parce que notre classification, elle est, c'est-à-dire exacte. Elle fait de la classification correcte à 100% selon, bien sûr, ici, l'évaluation qui est égale à 1. J'utilise l'évaluation score. OK? Donc, très bien. Cela termine notre... donc, très bien. Vous voyez? Donc, l'étudiant ici, puisqu'il a utilisé l'algorithme SVM prédéfini dans la librairie scikit-learn, donc, c'est-à-dire son rôle le plus important, c'est le fait d'interpréter les résultats. Ça, c'est premièrement. D'évaluer, bien sûr, son modèle et de jouer sur les hyperparamètres pour pouvoir, bien sûr, avoir un très bon score, bien un très bon modèle d'apprentissage et que la classification doit être performante. On peut toujours ici, donc on peut toujours faire des essais parce qu'il y a plusieurs, c'est-à-dire versions. Par exemple, ici, on peut faire, c'est-à-dire l'apprentissage avec la SVM en utilisant le noyau gaussien. OK? Donc, c'est le RBF. OK? Avec le gamma égale 0,5. Donc, je vais, très bien, j'ai construit mon modèle. Je vais réexécuter. Donc, très bien. Je vais évaluer. Donc, l'évaluation, toujours, elle est 1%, même avec le gaussien. Je vais voir toujours ici la prédiction. Donc, c'est toujours la classe 0. Bien. Je vais essayer ici de changer, par exemple, je sais pas, mes paramètres. Je vais essayer de prendre ici, par exemple, son, par exemple. Essayer de tester le son. Exécuter. Et puis exécuter l'autre cellule. Donc toujours c'est le 1. L'évaluation est égale à 1 parce que l'échantillon il est petit, très bien. On pouvait toujours, c'est-à-dire pour voir mieux, c'est-à-dire pour mieux juger notre modèle, on peut ne pas prendre toutes les caractéristiques, c'est-à-dire dans les XI ici, on peut prendre que 2 caractéristiques. Ici, au niveau des XI, on ne considère pas les 5 caractéristiques du dataset, c'est-à-dire les 5 futures. On peut considérer que 2 colonnes, par exemple, la longueur de la sépale et la longueur de la pétale. On va voir ça dans la vidéo suivante. On va considérer que 2 futures et voir si notre modèle il est de bonne qualité. OK? Donc, cela termine mon implémentation. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Bien sûr, email. Très bien. Je vous donne ici une petite remarque. Vous pouvez toujours utiliser le site officiel de scikit-learn. C'est scikit-learn.org. C'est un site très riche qui contient toutes les méthodes et les algorithmes, et les fonctions et les modules que vous pouvez utiliser dans la programmation, bien sûr avec des exemples, des illustrations, etc. Vous voyez, il y a des exemples pour chaque, dans la classification, la régression, le clustering. Vous voyez qu'il y a des exemples, donc vous pouvez voir des exemples, même, c'est-à-dire du code source, open source, qui peut vous aider à implémenter votre propre version. On peut toujours apprendre à partir d'autres programmes, mais il faut arriver à créer son propre programme. Pourquoi? Parce que quel que soit, c'est-à-dire que malgré que c'est le même problème, le même cas d'étude, mais chacun peut apporter du nouveau et de l'amélioration à son programme ou bien à son application, bien sûr, à la suite de son bagage théorique, surtout ici, concernant ces algorithmes d'apprentissage. Le bagage mathématique, il doit être très fort. Le bagage statistique probabiliste aussi. Donc, il faut toujours réviser ces modules parce que ça vous aide à comprendre les principes des algorithmes, de les implémenter et de les améliorer. Donc, cela termine mon implémentation. Je vous remercie. Je vais finir, bien clôturer
la vidéo avec quoi? Avec cette belle vue, avec cette fleur d'iris que je vous offre. Et puis je vous dis que quel que soit l'effort que fait la machine pour nous aider dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie, ça reste toujours un outil d'aide à la décision. C'est une machine qui fait de l'apprentissage automatique. Elle est intelligente, mais artificiellement, mais reste toujours une machine qui nous aide. Donc c'est un moyen d'aide à la décision. La décision, elle revient, elle est toujours humaine. Parce que on est en train de voir cette fleur, on est en train de capter beaucoup de choses. Le machine learning essaie de capter, essaie de rendre la machine capter tout ce que capte l'être humain. C'est toujours bien, mais dans ses limites, parce que l'être humain, il a toujours sa spécificité. La décision, elle est humaine, et puis l'appréciation, elle est humaine. Donc cette fleur-là, c'est-à-dire, le, elle nous génère de la joie, de la beauté, de la vie. OK? Et pour la machine, elle nous aide à, c'est-à-dire traiter nos problèmes. Donc, merci et à la prochaine vidéo.